À l'hôpital, Aurore et William se rendent au chevet de Manon, qui a été sauvée in extremis par Nordine, alors qu'elle venait de glisser sur le toit de l'atelier où elle a été séquestrée. Heureusement, la jeune fille s'en sort sans aucune fracture. Elle raconte à ses parents comment s'est déroulé son enlèvement. Elle venait à peine de rentrer à l'appartement lorsqu'un homme portant un masque chirurgical et un chapeau de paille a sonné en prétextant une livraison. Tandis qu'elle cherchait un stylo pour signer, il l'a attrapée et lui a fait une piqûre dans le cou qui l'a endormie quasiment instantanément. Au commissariat, Martin transmet à Timothée les bonnes nouvelles concernant Manon. Soulagé, le jeune homme l'informe en retour de l'avancée de ses recherches. Dans l'atelier où Manon a été séquestrée, la police a notamment retrouvé une pièce d'échec gravée B4. Timothée a ainsi compris que 7 était un échiquier géant et que chaque case représente un coin de la ville. En revanche, les prochains coups de Sungam demeurent imprévisibles car il ne suit aucune partie connue. Parallèlement, Rachel est innocentée et sa garde à vue est levée. De son côté, Lisa cherche qui pourrait en vouloir à Martin. Ce dernier se souvient alors d'un proxénète qu'il a arrêté quelques années plus tôt, qui arborait un tatouage d'échiquier dans le dos. Lisa et Damien creusent donc en ce sens. Timothée, quant à lui, cherche à comprendre qui sont les pions en fonction des membres du commissariat. Roxane et Manon sont des pions, Martin est le roi, Aurore est la dame et Lisa est le fou. Georges l'informe que le nom de famille de son père est Détour et qu'il pourrait probablement être Latour. Timothée lui conseille alors d'être prudent car il pourrait être la prochaine cible de Sungam. Pendant ce temps, Nordine rend visite à Manon à l'hôpital et lui offre des chocolats. Celle-ci le remercie de lui avoir sauvé la vie, puis lui propose de la raccompagner puisqu'elle est autorisée à sortir. Le jeune homme accepte avec plaisir. À l'heure du déjeuner, Lisa passe rapidement au Little Spoon pour prendre un bagel et une boisson. Distraite par son appel avec Aaron, la jeune femme pose son gobelet sur une table en attendant que son sandwich soit prêt. Le dos tourné, elle ne voit pas qu'un homme avec un chapeau de paille verse discrètement une poudre dans son smoothie. De retour au commissariat, Lisa est un peu à côté de la plaque, tandis que Martin et Damien font le point. L'ancien proxénète que le commandant soupçonnait est mis hors de cause car il est en soins palliatifs depuis quelque temps. En revanche, Damien a une autre piste grâce aux barres protéinées qui ont été retrouvées dans le bateau et dans l'atelier où leurs collègues ont été séquestrés. Le fournisseur a fait faillite 1 an plus tôt, mais il a vendu tout le reste de son stock à une seule supérette du côté du centre-ville. Martin décide d'y aller avec Lisa, même si cette dernière se sent de moins en moins bien. Après être passée par la supérette, elle remarque une pièce d'échec scotchée sur la plaque de la rue. Martin se rend compte qu'il s'agit du fou. Craignant pour sa collègue, il la ramène aussitôt au commissariat. Sur place, Lisa est victime d'hallucinations. Alors que Martin cherche à la rassurer et veut la mettre sous protection, la jeune femme le voit en train de lui crier dessus et de l'insulter. Elle s'empare alors d'une paire de ciseaux et se jette sur lui. Au mât, Alex demande des nouvelles de Karim à Ryan. Ce dernier avoue que son oncle a du mal à vivre sa mise à pied, même s'il est content de passer du temps avec sa fille Nina à Marseille. Au même moment, Alex reçoit un appel de Bruno qui lui annonce qu'il sera en retard car il a une urgence dépannage pour un client de Sylvain. Plus tard, Bruno et Ryan s'occupent de la mise en place du restaurant. Le jeune homme fait remarquer à son collègue qu'il a une tache de cambouis sur son t-shirt. Bruno s'en fiche, jusqu'à ce qu'Agnès débarque, accompagnée d'une amie. Il enfile un tablier et se précipite pour aller les servir. Ryan comprend tout de suite que Bruno craque pour son ancienne prof. Malheureusement pour lui, Agnès avoue qu'elle n'est pas spécialement venue pour le voir, mais plutôt par hasard. À la fin de la journée, Alex rejoint Bruno et Ryan. Ce dernier lui raconte le service du midi en précisant que Bruno n'a pas arrêté de draguer Agnès alors qu'elle n'était pas du tout réceptive à ses avances. À la plage, Jordan fouille dans le sac de Violette à la recherche de son tube de crème solaire et tombe sur son livre sur la sexualité. Lorsque la jeune fille revient de la paillote avec 2 verres, Jordan aborde le sujet avec elle. Violette explique que c'est sa mère qui lui a acheté. Son petit ami laisse alors entendre qu'il serait ravi de réviser certaines choses avec elle.
Violette l'embrasse, puis lui propose d'aller se baigner. Un peu plus tard, Violette demande à Jordan de lui mettre de la crème dans le dos. En évoquant à nouveau ce que la jeune fille a appris en lisant le livre sur la sexualité, Jordan avoue se sentir un peu excité. Violette lui propose de se trouver un endroit plus intime. Alors que le couple s'apprête à quitter la plage, Charles les retient en les invitant à déjeuner. Après quoi, Jordan et Violette rentrent chez elle où ils ont la maison pour eux. La jeune fille avoue finalement à son petit ami qu'elle ne se sent pas tout à fait prête à faire l'amour. Ce dernier se montre compréhensif et assure qu'il veut attendre le bon moment pour elle. À la fin de la journée, Violette retrouve sa mère. Celle-ci l'interroge sur le livre qu'elle a acheté. Violette lui avoue qu'elle est en train de le lire. Toutefois, elle se montre aussi ouverte pour poser des questions directement à Philippine si besoin. De son côté, Jordan rentre chez lui et dîne avec Jack et Ryan, mais il ne supporte pas de les voir se bécoter.